Chers internautes, bonjour, bonsoir. Science politique Bocaï, nous vous recevons aujourd'hui dans cette vidéo dans notre siège Science politique Bocaï, le noyau du MIM, hein, Mouvement indépendantiste de la parole au peuple, Zantraï et Loulou Pulvar. Donc, notre groupe de réflexion aujourd'hui va faire sa troisième vidéo sur les événementiels en Martinique qui se prolongent dans l'Hexagone. Et donc, c'est de ça dont il s'agit, de ce que nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, chers internautes, nous avons intitulé notre intervention La vie chère aux dernières colonies, les Antilles-Guyane, bien sûr, la Réunion, on peut dire déjà AGR, Antilles-Guyane-Réunion, plus Kanaki, Mayotte. Alors, notre préoccupation aujourd'hui concerne le battage médiatique, disons la surenchère des médias mainstream capitalistes qui, à longueur de journée, cette semaine, nous ont parlé des milliers de manifestants à Paris concernant la vie chère. Alors, nous avons un certain nombre d'observations à cet effet. C'est la raison pour laquelle nous allons nous poser cette question, puisque nous allons étudier un petit peu dans cette introduction différents aspects de ces manifestations. Nous allons voir, nous avons vu à Paris les manifestations des Gilets jaunes. Donc, est-ce qu'on peut comparer ces manifestations de la vie chère aux Gilets rouges? Et puis après, donc beaucoup de questions à nous poser et nous allons essayer de réfléchir sur cette réalité. Toujours est-il que nous appuyons nous avons de plus en plus d'éléments pour appuyer les patriotes guadeloupéens par rapport à la problématique du mode opératoire, on va dire, des gilets rouges en Martinique. Et la question problématique, c'est et si Elie Domota, il avait raison? Alors, de prime abord, il y a quelque chose qui nous a surpris parce que, et je vais rappeler à votre attention, le début et le mode opératoire des Gilets jaunes. D'ailleurs, je rappelle que nous avons déjà fait 2 interventions sur les manifestations et nous avons reçu de la part d'un des fondateurs des Gilets jaunes, c'est Monsieur Fly Rider, qui s'appelle Maxime Nicole, alias Fly Rider. Nous avons reçu de sa part une sommation de ne plus lui envoyer des postes concernant les manifestations. Donc, ce qui nous a surpris, donc nous sommes réunis et nous nous sommes posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes des militants,
sommes des militants autodéterminationnistes et donc par conséquent, nous œuvrons dans le cadre de l'orientation du mouvement de libération nationale martiniquais, guadeloupéen et guyanais pour la construction de l'État martiniquais, la souveraineté territoriale maritime et, comment dirais-je, la nationalisation. C'est ça dans notre charte, dans notre charte du mouvement indépendantiste de la parole au peuple, Zantraï Loulou Pulvar, Sciences politiques Bocaï, essai pour une déconstruction coloniale, Paul Afro-Eurasi de la pensée caribéenne. Eh bien, nous parlons de coupure totale avec le mal colonial et par conséquent des nationalisations. Donc, nous ne voyons pas pourquoi certains éléments fondateurs de des Gilets jaunes en France, dans l'Hexagone, pourquoi pourquoi M. Flyrider est si offusqué, c'est-à-dire M. Maxime Nicole, concernant nos prises de position, nos analyses empiriques. Hein, nous ne sommes pas dans le sentiment parce que nous travaillons pour l'État martiniquais. Donc pourquoi nos vidéos l'ont offusqué au point qu'il m'a envoyé un message de ne plus lui envoyer des posts sur les manifestations. Bien sûr, nous avons supprimé le poste concernant M. Flyrider, alias Flyrider Maxime Nicole, des Gilets jaunes sur notre Facebook. Et donc, c'est en toute réciprocité parce qu'il nous a dit que ne plus envoyer les vidéos sur les manifestations. OK. Donc, je rappelle que nous rappelons que nous sommes dans une lutte de libération nationale. Rupture avec ce qu'ils appellent leur métropole. Et lorsque nous avons réfléchi sur les réactions de M. Flyrider, Maxime Nicole, nous nous sommes interrogés dans notre observatoire. Est-ce que le mécontentement de M. Flyrider au niveau de nos analyses empiriques est dû au fait que, comment dirais-je, qu'il y ait un lien entre les gilets jaunes et les gilets rouges en Martinique. C'est la question qui se pose, parce que toujours est-il qu'il faut rappeler que nous sommes pour le mouvement de la vie chère. Mais nous avons, dans différentes vidéos, posé le problème comment dirais-je, nous avons un droit d'observation et on va même dire de réserve vis-à-vis de tout mouvement, surtout lorsque ce mouvement c'est comme un cheveu sur la soupe, la cerise sur le gâteau vient de nulle part. Et donc, nous ouvrons cette parenthèse parce que nous avons trouvé des correspondances par rapport au mode opératoire des gilets rouges et des gilets jaunes, des gilets rouges en Martinique et des gilets jaunes. Parce que de prime abord, les gilets jeunes, ils avaient refusé de rentrer dans la logique de collaboration avec les syndicats et les partis existants en France, même qu'ils soient de gauche ou autre. Et nous avons constaté que les gilets rouges en Martinique, au départ, et c'est un aspect comment dirais-je, du point de vue de Motard vis-à-vis des gilets rouges, puisqu'il a dit au départ, comment ces gens peuvent venir maintenant vouloir, comment dirais-je,
pactisé avec nous et au départ, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de nous, les syndicats. Donc, c'est ce que le camarade Elie Domota, il a dit. Donc, et nous constatons qu'au départ, les Gilets jaunes dans l'Hexagone, ils avaient refusé de collaborer avec les syndicats et les partis français. Bon, nous ne sommes pas dans la logique française, mais nous disons ça pour l'information, parce que nous trouvons qu'il y a des similitudes dans le mode opératoire des Gilets jaunes et des Gilets rouges concernant la vie chère. D'ailleurs, la question se pose, parce que on nous a habitués, à toutes sortes le système capitaliste qui veut sauver sa tête, qui veut remplacer le mouvement ouvrier, la lutte des classes par la lutte des races, qui veut, comment dirais-je, éliminer les leaders du mouvement ouvrier, anticapitaliste. Eh bien, nous ne sommes pas, comment dirais-je, nous ne sommes pas surpris de quelques manœuvres, qu'elles viennent de l'Hexagone ou qu'elles viennent d'ailleurs. D'ailleurs, concernant quand nous avons fait nos recherches, nous avons vu qu'en fait, les Gilets jaunes, sur Internet, on se dit qui sont les vrais leaders du mouvement des Gilets jaunes. Et on nous dit qu'il y a un certain Ike Chahinian, qui est un jeune entrepreneur qui a fondé le mouvement des Gilets jaunes. Donc, j'ai fait tout simplement, nous avons fait tout simplement un comparatif entre les Gilets jaunes, leur mode opératoire dans l'Hexagone et les Gilets rouges en Martinique, qui se veulent une force nouvelle, comme à l'instar des Gilets jaunes. Et nous avons constaté aussi l'ambiguïté des Gilets jaunes, parce que ce mouvement a été, c'est un mouvement légitime en France qui a été réprimé par Emmanuel Macron, mais lors des élections, lorsqu'il s'agissait, parce que lorsqu'on a un adversaire, un ennemi, on veut le renverser, il faut une stratégie. Et donc, nous avons constaté que le mouvement des Gilets jaunes, qui a été réprimé par Emmanuel Macron, n'a pas su inverser, en dépit de toutes ces manifestations, n'a pas su évincer le pouvoir d'Emmanuel Macron. Et donc, les Gilets jaunes au départ, qui ne voulaient pas des stratégies des stratégies liées aux syndicats et aux partis politiques, eh bien, ils en sont toujours à la même réalité, puisque on peut dire que Macron a perdu les élections, mais les alliés supposés des Gilets jaunes, qui donc les syndicats et les partis de gauche, eh bien, ils ont remporté les élections, mais ils ne sont toujours pas au pouvoir, ni Premier ministre de la France, ni, comment dirais-je, un poids, ne dispose pas d'un poids politique pour changer l'orientation de la politique française. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'il y a une ambiguïté si on analyse le bilan des résultats de la gauche française par rapport au maintien de Macron au pouvoir. Alors pour nous, lorsqu'on a un adversaire, on a un ennemi, c'est pour le faire tomber. Par exemple, on pourrait dire tout, comment dirais-je, on pourrait dire, avoir ce slogan, tous contre Macron, tous contre Macron, c'est-à-dire que le peuple français serait représenté au pouvoir, et au pouvoir, il aurait pu faire le ménage après l'éviction de Macron. Mais nous sommes toujours là. Donc c'est pour montrer l'ambiguïté
des manifestations qui, comment dirais-je, qui prennent naissance comme ça, ici et là, et quand on voit véritablement l'aboutissement, hein, ça c'était pour les gilets jaunes, puisque nous faisons un comparatif avec les gilets rouges par rapport à la vie chère, et nous disons que si les gilets jaunes sont encore là en France, c'est à cause de la volonté maçonnique de Jean-Luc Mélenchon de jouer sa partition aux élections, sa partition perdante. Donc voilà ce que j'avais à dire, mais je crois qu'il y a lieu concernant la vie chère. Nous sommes tous d'accord. Euh, Concernant la vie chère, il n'y a pas seulement les produits alimentaires, il y a l'électricité, la vie chère, il y a l'eau, il y a les pièces automobiles tenues par les mêmes consortiums Peugeot, Renault, etc., etc. Il y a comment dirais-je, la vie chère concernant les logements sociaux, les personnes qui subissent les loyers exorbitants des multinationales qui ont repris en Martinique les logements sociaux, la CIMAR et la SMHLM, il y a les impôts, il y a donc la vie chère. Nous sommes pour à 200% euh, les manifestations pour la vie chère. En ce sens, il n'y a aucune ambiguïté sur ce problème. La vie chère, il faudra voir avec la SARA concernant l'essence, concernant le gaz. Donc, il faut voir tout ça. Et nous, dans notre analyse, nous disons que la vie chère, c'est le mal colonial. Donc, on ne peut pas soigner un cancer colonial avec des aspirines. Et c'est pour ça que nous, en tant que patriotes euh, euh, solidaires de l'objectif du mouvement ouvrier, de la paysannerie, du lumpen prolétariat, du prolétariat concernant la libération nationale, la création de l'État martiniquais, euh, guadeloupéen guyanais, c'est un objectif fondamental. Et donc, par rapport à ça, eh bien, nous devons faire une analyse objective sur tout ce qui se passe et notamment, nous allons entrer dans le vif du sujet après cette introduction pour expliquer où nous en sommes, puisque de Martinique, le mouvement a été porté au niveau de l'Hexagone et les médias mainstream veulent, comment dirais-je, veulent nous encenser avec des milliers de manifestations anti-guyanais, on va dire réunionnais, on va dire, etc., des AGR à Paris. Donc, à notre avis, nous posons ce problème de ce qu'on peut dire le destin paradoxal de notre émigration des Antilles-Guyane, de la Réunion, et nous pouvons ajouter des Mahorais, des Kanaks. Et donc, nous pensons qu'il y a lieu concernant la lutte de l'immigration d'avoir un pôle d'identification commun par rapport à la lutte anticolonialiste, anticapitaliste, qu'il s'agisse de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Kanaki, de la Réunion, de Mayotte, etc., etc. Je vais rajouter la Corse. Et ce pôle politique d'identification de la lutte, eh bien, il se résume dans la démarche des mouvements indépendantistes, euh, qui se sont portés à la Réunion en Azerbaïdjan pour poser le problème colonial. Donc, si ces différents pays, y compris la Corse, se sont réunis, c'est qu'il y a une identification de l'adversaire colonial et il y a une identification de lutte.
sur le plan politique. Donc le problème se pose, est-ce que ces milliers de manifestants à Paris pour la vie chère, qui utilisent le même mode opératoire des gilets jaunes, on veut parler des gilets rouges, de la vie chère en Martinique, est-ce que sur le plan politique, concernant les fondamentaux de la décolonisation de l'État martiniquais, guadeloupéen, guyanais, de la restitution du patrimoine pour en finir avec le mal colonial qui est la cause, le poids de la vie chère, est-ce qu'il y a une correspondance dans, comment dirais-je, une correspondance d'identification politique concernant les manifestations dans l'Hexagone des milliers de personnes qui défilent à Paris, est-ce qu'il y a une identification politique avec le mouvement politique de libération nationale qui s'est réuni en Azerbaïdjan et qui a posé le problème de la décolonisation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Corse, etc., etc. Et donc, pour nous, il faut analyser les choses correctement. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans le sentimentalisme. Nous sommes Sciences Politiques Bocaille, groupe du mouvement indépendantiste de la parole au peuple, Zentrailles Loulou Pulvar. Nous ne sommes pas dans le sentimentalisme. Nous faisons des analyses empiriques. C'est comme vous allez voir un médecin. Ce médecin vous prescrit pour identifier votre pathologie des analyses au laboratoire. Et lorsque le résultat du laboratoire tombe, quelle que soit votre pathologie, si vous avez le sida ou si vous avez le cancer, vous n'allez pas vous en prendre ni au laboratoire, ni au médecin, mais vous devez vous en prendre à vous-même. Donc, nous faisons une analyse empirique de la situation. Nous pas ni à faire nous analysons la situation en fonction des intérêts de souveraineté, des intérêts de, comment dirais-je, de l'autodétermination de nos pays et des intérêts de nos États pour sortir de ce mal colonial. C'est pour ça que nous analysons la situation. Et nous avons dit dans deux vidéos précédentes que le système capitaliste, il faut le dire, qui est la cheville ouvrière, ce qui est le squelette du pouvoir colonial avec les oligarchies, voudrait se sortir par rapport au mouvement ouvrier qui veut justement, depuis des années, transformer la lutte des classes par la lutte des races. Nous persistons et signons, et dans les deux vidéos, nous avons donné des exemples. Et donc, par rapport aux manifestations signalées à Paris, nous rappelons que ce n'est pas une petite affaire. Parce que si les migrations, nous allons entrer là dans la démographie, dans les chiffres, si les migrations à Paris, démographiquement, bon, nous étions, il y a à peu près depuis 15 ans, nous étions 1 200 000 AGR, c'est-à-dire Antillais-Guyanais réunionnais. Et il s'ajoute aujourd'hui les Mahorais, il s'ajoute aujourd'hui les Kanaks. On peut dire que dans l'immigration, le bloc de l'immigration, du point de vue de son importance, on peut dire que c'est 1 400 000. 1 400 000 de nos ressortissants qui se trouvent dans l'Hexagone. Par rapport, si on rajoute l'ensemble de nos populations, on va dire Martinique, Guadeloupe, Guyane, on pourrait dire 900 000 personnes. Donc, le poids que nous pesons par rapport à cette réalité dans la confrontation avec le système colonial, eh bien, nous sommes 2 300 000 en comptant les AGR, Antillais-Guyanais, Réunionnais,
Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Mahorais, etc., etc. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Et donc, par conséquent, nous devons analyser cette situation. Et c'est pour ça que nous disons que nous ne rentrons pas dans le jeu des gilets jaunes concernant la vie chère. Parce que nous considérons que le mouvement des gilets jaunes a été un échec. Et parlant des gilets rouges, concernant le processus de manifestation contre la vie chère, eh bien, nous avons un certain nombre de réflexions. Parce que dans toutes les luttes, toute émigration, si nous représentons 1 400 000 dans l'émigration, si cette émigration n'a pas un positionnement politique par rapport à la libération nationale, eh bien c'est un échec total, même s'il y a des milliers de manifestants dans les rues de Paris. Pourquoi? Parce que l'émigration des AGR, des Antilles-Guyane, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, devrait, par rapport à un positionnement pour l'autodétermination, représenter une caisse de résonance pour l'indépendance de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, etc., etc. Donc, loin s'en faut, parce que les manifestations par rapport à la vie chère, les manifestations à Paris et en Martinique n'ont pas posé le problème ni de l'autodétermination, ni de la souveraineté nationale, ni l'éradication du mal colonial qui passe par l'autodétermination et qui passe par la nationalisation de tout le patrimoine national martiniquais, guadeloupéen et guyanais pour la restitution du patrimoine aussi foncier. Donc, par conséquent, il y a un problème. Il y a un problème et nous posons ce problème par rapport au rôle normal des émigrations par rapport aux luttes sur le sol national. Et nous avons un exemple, l'émigration algérienne, telle que Fanon, Omar Ibrahim Fanon nous parle de l'émigration algérienne en France, son rôle dans la révolution algérienne. Nous rappelons que, pour faire un comparatif, parce que nous parlons de l'émigration, nous avons 1 400 000 personnes qui devraient jouer le rôle d'une caisse résonance par rapport à la libération nationale. 1400 personnes dans l'émigration en France, des milliers qui défilent, qui devraient jouer le rôle d'une caisse de résonance par rapport au combat pour l'autodétermination, l'indépendance et la libération nationale, et donc qui aujourd'hui manifestent soi-disant pour la vie chère, mais qui ne sont jamais positionnés. Et c'est la raison pour laquelle qui ne sont jamais positionnés ni pour l'indépendance nationale, ni pour l'État martiniquais, guadeloupéen, guyanais, ni pour la souveraineté nationale, ni pour la nationalisation des biens, ni pour la création de l'État martiniquais, guadeloupéen, guyanais. Et c'est pour ça que nous faisons un comparatif par rapport à l'immigration de tout pays, de tout peuple opprimé, épris de paix et de justice. Et en exemple, nous prenons le cas de l'Algérie, département français, ex-département français, qui s'est engagé dans une lutte de libération nationale victorieuse et dont l'émigration des Algériens en France a joué un rôle important et a payé un lourd tribut concernant la libération nationale. Nous rappelons que il y a eu un activisme formidable des Algériens en France durant la révolution en Algérie. Et cette émigration patriote, elle a payé le prix fort
cette émigration algérienne qui a joué un rôle positif par rapport au rôle de toute émigration qui doit jouer, qui doit avoir la fonction de caisse de résonance de la lutte sur le sol national. Eh bien, cette émigration algérienne, elle a mené un activisme formidable dans la clandestinité. Cette émigration algérienne, elle a fait son devoir. Cette émigration algérienne a été victime des rafles. Et beaucoup d'Algériens ont été jetés dans la Seine. Et donc, les patriotes algériens, lorsqu'ils ont manifesté leur solidarité à la lutte de libération nationale, du Front de libération algérien, ils ont pris leurs responsabilités, ils n'ont pas eu peur de la judiciarisation dont les ministres coloniaux menacent déjà aujourd'hui les militants des Gilets rouges en Martinique qui sont menacés de judiciarisation, et nous disons que les militants algériens qui soutenaient leur lutte de libération nationale, eh bien, ils ont assumé. Et tellement ils ont assumé, ils ont été victimes des rafles, il y a eu des assassinats, beaucoup d'Algériens ont été jetés dans la Seine après des interrogatoires par les services secrets de la répression coloniale. Donc les Algériens n'étaient pas en France, ne manifestaient pas en France parce qu'ils avaient besoin de faire pression sur le gouvernement par peur d'être judiciarisés. Donc c'est pour ça que déjà nous posons ce problème de cette anomalie par rapport à une émigration de 2 400 000 personnes dans l'Hexagone qui sont plus nombreux que les populations Martinique, Guadeloupe, Guyane réunies qui font à peu près 900 000 personnes. Une émigration qui est en contradiction avec, puisque j'ai fait le comparatif, avec toute émigration, dont l'émigration algérienne qui s'est positionnée par rapport à la lutte de libération de l'Algérie menée par le Front de libération algérien. Donc il y a un flou artistique concernant le positionnement de cette émigration, de ces milliers de personnes qui manifestent à Paris, dont les médias mainstream, les médias du système capitaliste qui veulent remplacer la lutte des classes par la lutte des races, nous bassinent à longueur de journée pour nous faire croire que derrière ça, il y a quelque chose de probant. Et pour nous n'avons pas d'évidence concernant le positionnement de cette émigration martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, qui représente aujourd'hui à peu près 1 400 000, nous n'avons aucun élément probant concernant les dirigeants de ces manifestations par rapport à la position politique pour la libération nationale, pour l'autodétermination et pour la création d'un État martiniquais, guadeloupéen et guyanais. Nous avons tout simplement un événementiel, manifestation, et la question se pose de savoir et aussi de comprendre qu'en réalité, cette émigration, elle ne se positionne pas comme une caisse de résonance par rapport aux problématiques de libération nationale sur le sol national martiniquais, guadeloupéen
et guyanais. D'ailleurs, comment pourrait-elle le faire? Comment cette émigration pourrait-elle se positionner? Oui, on a la possibilité de se positionner. Pour l'instant, il n'y a aucune position des dirigeants. Il n'y a aucune ni des dirigeants, ni des participants concernant ce problème que nous posons. Alors, la question se pose, est-ce que cette émigration, est-ce que ces manifestations sont favorables à l'autodétermination, à la libération nationale? Eh bien, en ce sens, Mota a raison, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, eh bien, dans le doute, on s'abstient. Oui, allô? Oui, c'est qui? Oui, mais je fais une émission. Hein? Oui, oui, ok. Oui, ok. Oui, 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 je suis occupé là. Je suis occupé. Oui, alors, donc, vous m'excusez parce que nous avons eu un appel. Donc, nous sommes à même de constater les contradictions de cette immigration et que, vous le vouliez ou non, nous ne sommes pas dans le sentimentalisme, nous informons notre peuple, nous sommes obligés de faire des analyses empiriques et nous avons dit que quand vous allez voir un médecin, vous envoie au laboratoire et que vous avez les résultats de laboratoire, si vous êtes malade, vous ne vous en prenez pas, ni au laboratoire, ni au médecin, vous vous en prenez à vous-même. Donc, par conséquent, que vous le vouliez ou non, il faut des analystes qui analysent de manière empirique la situation et que par conséquent, c'est un devoir patriotique pour informer notre population. Nous allons parler aussi de la réalité de cette émigration, parce que lorsque nous étions dans l'émigration en 1975-76 et que nous militions avec, à cette époque, au MIM, au mouvement indépendantiste d'Alfred Marie-Jeanne, qui a trahi ses objectifs, eh bien, nous, on était chargé d'organiser des votes par procuration et par correspondance. Donc, concernant cette émigration de 1 400 000 AGR antillais-guyanais en France, le système colonial aujourd'hui a révisé la législation parce que il est impossible que cette émigration puisse voter, puisse prendre position dans un vote concernant des décisions en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et notamment en cas où il y aurait un référendum de consultation des populations, des peuples en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, eh bien, le système colonial a créé des garde-fous pour que les 1 400 000 AGR, c'est-à-dire émigrés antillais ou guyanais en France, ne puissent pas voter en faveur des décisions dans leur propre pays. Alors que nous voyons en Nouvelle-Calédonie, ces garde-fous ont été enlevés puisque des aventuriers français, des aventuriers colonialistes français ont la possibilité de, 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 de s'immiscer dans les affaires politiques intérieures de la Kanaki et de participer au vote pour enlever l'équation démographique au mouvement indépendantiste kanak. Donc vous voyez que aujourd'hui, les médias mainstream qui nous balancent à la figure que des milliers de, comment dirais-je, des milliers de ressortissants
les Antilles-Guyane manifestent à Paris, eh bien, c'est un leurre. Parce qu'en définitive, ils savent très bien que cette émigration, au départ, a été statutairement muselée. Elle ne peut pas, la législation française ne permet pas à un Martiniquais, à un Guadeloupéen, à un Guyanais vivant dans l'Hexagone de voter par rapport à des décisions qui se prennent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, concernant l'avenir de son pays. Et d'ailleurs, comme nous avons expliqué, et la question se pose, si l'émigration de 1,4 million ne se prononce pas par rapport à un objectif de positionnement, anticolonialiste pour la libération nationale de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. À quoi sert cette émigration? Puisque nous avons dit que à l'heure actuelle, il y a une manipulation des laboratoires capitalistes pour transformer la lutte des classes par la lutte des races. Donc, nous nous posons cette question. Quel est l'objectif de l'immigration? Si l'immigration, est-ce que l'immigration dans ces manifestations veut-elle cette immigration noire, cette immigration antillaise? Est-ce qu'elle a l'objectif de créer leur état afro-descendant dans l'Hexagone? Puisque 1,4 million personnes comparées, comment dirais-je, aux 250 000 personnes dans l'État indépendant de Sainte-Lucie, de Dominique, de Guyane, c'est sans commune mesure. Mais donc, il faut que l'immigration nous dise, si vous luttez pour la vie chère, vous ne prenez pas position pour l'indépendance nationale, la décolonisation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, à quoi vous servez dans vos manifestations politiques? Alors, est-ce que, comme Malcolm X, parce que Malcolm X aux États-Unis préconisait à l'époque pour les 33 millions de Noirs un État indépendant. Donc cette immigration-là que les médias mainstream nous balancent à la figure concernant leur défilé, leur manifestation à Paris, quel est votre objectif si vous ne soutenez pas la libération nationale, si vous n'avez pas la possibilité de voter lors d'un référendum concernant la libération nationale de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, mais que faites-vous dans l'Hexagone? Quel est votre positionnement? Est-ce que vous, en tant que hexagonien, vous allez créer un État afro-descendant dans l'Hexagone? Non, ça c'est pour, nous sommes un peu dans une logique humoristique, mais c'est pour montrer, comment dirais-je, c'est pour démontrer que à travers la propagande, à travers l'illusionnement, à travers la manipulation de la transformation du système, sa volonté de transformer la lutte des classes par la lutte des races, eh bien, il y a des évidences que, qui sont, comment dirais-je, qui sont carrément des aberrations. Alors nous posons, si vous ne pouvez pas explicitement prendre position, vous, cette émigration de 1,4 million, vous manifestez, vous êtes des milliers à manifester à Paris, vous ne prenez pas position pour l'indépendance de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, pour la souveraineté, pour la nationalisation comment dirais-je, des biens coloniaux. Bon, vous manifestez, donc, bon, admettons que, bon, votre objectif, c'est pas de créer un État afro-descendant dans l'Hexagone. Mais au moins, cette émigration, que faites-vous, cette émigration? Cette émigration de 1,4 million, que faites-vous? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de vous positionner contre le crime qu'on appelle, que nous définissions en sciences politiques, Bocaille, le crime contre l'identité et le crime contre la parenté?
Parce que si au moins vous considérez des afro-descendants, il faut savoir que vous avez été victime d'un crime contre l'identité et un crime contre la parenté. Il y a des édits qui conditionnent l'état civil qui vous ont changé vos noms. Donc, à ce niveau, il y a lieu de prendre position, de manifester comme pour la vie chère, manifester en France auprès des états civils de chaque ville de France, de chaque commune de France pour réclamer l'abolition du crime contre l'identité et contre la parenté. Parce que il faut vous rappeler que l'édit de 1724, il dit que tous les nègres seront instruits et baptisés dans la religion catholique, apostolique, romaine et baptiste, ordonnant aux habitants qui achèteront des nègres de les faire convertir et baptiser dans les temps convenables sous peine d'amende arbitraire. Donc ce crime contre l'identité, ce crime contre la parenté, eh bien, vous le vivez parce que vos ancêtres, vous qui vous dites afro-descendants, vos ancêtres, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas protestants. Vos ancêtres qui ont été exportés d'Afrique, ils avaient deux religions. La religion musulmane, vos ancêtres qui viennent du Mali, du Nigeria, qui viennent de Guinée, à l'époque où, depuis le XIe siècle, il y avait des civilisations, des empires musulmans brillants au Mali, à Gao, à Tombouctou, à Sokoto, l'empire de Ghana, etc. Eh bien, nous ressortissons de pays où, comment dirais-je, les Africains, ils avaient la religion musulmane. Et d'autres Africains, nous avons deux religions, la religion musulmane, nous avons la religion musulmane et la religion animiste. Allez réclamer cela, changer, demander le changement des noms français qu'on vous a infligés. Et donc, vous avez une